bienvenue pour cette nouvelle édition de l'émission qui s'appelle « Comment tu navigues dans l'incertitude ». Je suis Doc La Luna et j'ai la joie de vous présenter mon nouvel invité pour cette émission. J'ai nommé Monsieur Maurice Choukla. Quelques lignes pour vous partager pourquoi j'ai pensé à lui et qui est-il. Donc Maurice, c'est une longue histoire. On s'est rencontrés dans une vie antérieure. C'était mon prof d'anglais en seconde. Et s'il fallait que je vous résume un petit peu les souvenirs que j'ai de mes cours d'anglais et pourquoi aujourd'hui j'aime tant la langue anglaise, si vous vous rappelez du personnage de Robin Williams dans Dead Poets Society, le cercle des poètes disparus, ben voilà, Maurice, c'est Robin Williams. C'est l'une des premières personnes qui m'a fait comprendre qu'avant d'être une tête, on était aussi un être humain dans sa globalité, qu'on avait un corps, on avait des rêves. Et je pense qu'aujourd'hui, dans mon cheminement, Maurice, tu fais partie de ces personnes qui m'ont vraiment inspirée. Et nous sommes encore en contact aujourd'hui, plusieurs années plus tard, parce que comme j'organise chaque année une bulle à Urinia où j'amène des femmes entrepreneurs à se reconnecter à elles-mêmes, en traversant les expériences en Inde de reconnexion à soi, c'est vrai qu'on a toute une partie à Auroville et qu'on termine notre séjour à Présence, qui est un espace, je sais que tu n'aimes pas dire une guest house, puisque c'est bien plus qu'une guest house, c'est un lieu vraiment vivant qui nous accueille et qui nous invite à notre présence, en fait. Donc voilà, et j'avais envie aujourd'hui, en ce moment, avec le lockdown, le confinement, que une majorité des êtres humains sur Terre sont en train de vivre, je trouvais ça chouette de donner la parole à quelqu'un qui vit en Inde en ce moment, parce qu'on entend tellement de choses dans les médias occidentaux, où on a l'impression que c'est un scénario catastrophe qui est en train de se passer dans des pays comme l'Inde, et je me dis que c'est intéressant d'avoir la parole de quelqu'un qui vit sur place. Donc voilà, je te laisse te présenter, Maurice, et puis tu nous partageras comment tu vis ce confinement, toi, en tant qu'être humain vivant entre Pondichéry et Auroville. Bon, moi, pour vous dire deux mots sur ma vie et sur qui je suis, j'ai eu le privilège et la grâce d'avoir grandi dans un environnement, dans un espace qui est connu comme l'ashram de Sri Aurobindo. J'ai été éduqué dans cette école révolutionnaire, absolument. J'ai grandi là-bas et c'est là où j'ai vraiment absorbé les meilleures valeurs de la culture orientale et la culture occidentale. Parce que mes maîtres spirituels, Sri Aurobindo et ce qu'on appelle la mère, c'est deux maîtres extraordinaires. Sri Aurobindo, qui était indien, qui a fait toutes ses études brillamment en Occident, à Londres et à Oxford, et mère qui était française, qui était complètement immergée dans la dimension spirituelle dès l'âge de 5 ans. Et donc, la rencontre de ces deux personnes était prédestinée, parce que tous les deux avaient la même vision du monde et de l'avenir de la civilisation humaine. Et donc, moi, j'ai eu le privilège d'avoir grandi dans cette vision du monde et je me considère comme quelqu'un qui est dans les deux mondes, le monde occidental aussi bien que le monde oriental. Je suis passionné de mon pays, bien sûr, l'Inde, que je trouve c'est un pays absolument incroyable. Et pendant cette crise de Covid-19, je crois que l'Inde montre au monde le chemin de comment combattre cette maladie avec une sérénité, avec une résilience qui est absolument extraordinaire.
Comme je disais à Nathalie, pour un pays qui a la densité de population la plus grande au monde, le nombre de cas qu'on a eu et le nombre de décès qu'on a eu, c'est extraordinaire. Et cela montre à quel point la mode de vie indienne a quelque part renforcé le système immunitaire indien de façon que la maladie n'a pas pu toucher notre population de façon extrêmement dramatique. Aujourd'hui, il y a eu, depuis un mois, 2 mois, il n'y a eu que 30 000 cas, dont une grande partie qui sont sortis, et il n'y a eu que 1000 morts pour une population de 1,3 milliard. Alors, on vit vraiment cette crise. Je sors assez souvent le matin pour faire des achats, pour faire des courses, pas seulement pour moi, mais aussi pour d'autres personnes qui sont trop vieux ou qui n'ont pas les moyens. Donc, je vois les Indiens et quand on voit sur leur visage cette sérénité et cette capacité incroyable de s'adapter à tout dans la joie, sans se plaindre, sans faire des minauderies, c'est extraordinaire. Et cela donne beaucoup, beaucoup de force à cette idée qu'avait Sri Aurobindo il y a plus de 100 ans, où il disait que le 21e siècle serait le siècle de l'Asie. Et en fait, on voit que les pays asiatiques ont tenu le coup, mais beaucoup, beaucoup mieux que ces soi-disant pays développés en Occident. Bien sûr, dans les médias, ils ont du mal à avaler ça. Et donc, tout ce qui sort de l'Inde, c'est toujours le côté catastrophique, c'est toujours la nouvelle un peu désastreuse. Parce que ça, je suis fatigué de voir dans les médias occidentaux cette représentation complètement déséquilibrée de l'Inde. C'est ça, oui. En fait, on prend juste un prisme et on oublie de voir la globalité. Voilà. Une lecture occidentale, en fait, derrière le chaos de l'Inde, c'est justement la résilience. Et moi, c'est ça qui me passionne. C'est que c'est vrai que de l'extérieur, quand on ne connaît pas les codes, ça peut perturber pour un esprit très mental. Mais au contraire, c'est de ce chaos, pour moi, que naît cette résilience, cette capacité à s'adapter à toutes les situations. Et puis, cette solidarité dont tu parles, là, le fait que tu vas faire des courses pour d'autres personnes. Tu disais que justement, il y a pas mal d'initiatives qui sont lancées pour offrir des repas aux personnes les plus démunies, qui n'ont pas de maison ou qui n'ont pas la possibilité de cuisiner. Et ça, je trouve ça, on ne parle pas dans les médias. Nathalie, ce qui est remarquable, Nathalie, une autre chose, c'est que je sors et je me balade dans pas mal de quartiers. Il n'y a jamais de personnes qui viennent mendier ou demander de l'argent. C'est ça qui est aussi assez... C'est moi qui va vers eux pour dire, voilà, je vous ai apporté ça, si ça peut vous servir, servez-vous. Tu vois? Et donc, il y a une certaine dignité de l'être humain qui est remarquable, remarquable. Mais bien sûr, tu as toujours, tu vois, ces soi-disant libéraux, entre guillemets, hein, comme Arundhati Roy, qui ne voit que du mal partout. Parce qu'elle a des lunettes idéologiquement tellement colorées qu'elle ne peut voir tout avec cette attitude destructrice au lieu de faire une critique constructive. Moi, je suis d'accord qu'il y a des choses à améliorer, mais gérer un pays de 1,3 milliard avec une diversité aussi grande, avec des différences aussi grandes, je trouve que l'Inde fait un travail remarquable. Mais c'est clair. Et c'est un moment... C'est un moment fort, comme tu dis. Mais comme tu dis, la diversité en Inde, on ne s'en rend pas compte. C'est plus d'1 milliard d'habitants, c'est plus de 700 langues et dialectes, parfois des populations qui ne peuvent pas se comprendre parce qu'elles ne parlent pas la même langue, mais pourtant, c'est un seul et même pays qui est gouverné, alors qu'ici, par exemple, si on prend l'exemple de la France, vu comment la crise a été gérée, c'est-à-dire vraiment de manière très mal gérée, en fait, et les conséquences que ça a derrière au niveau des infections et de la prise en charge des gens,
pour moi, il y a un vrai décalage, en fait. C'est là, encore une fois, où je me dis, waouh, c'est vrai qu'il y a vraiment cette force tranquille en Inde qui fait que bah, finalement, le pays arrive quand même à avancer. Et pour moi, dans les jours et les semaines qui vont suivre cette crise, les pays qui vont pouvoir se redresser et continuer à avancer, je pense que c'est des pays comme l'Inde. Hein. Absolument, absolument. Je crois que ça va être vraiment un tournant je crois, dans l'histoire de notre terre, que le focus va maintenant passer sur l'Asie. Et je crois qu'il est temps que l'Asie prenne son rôle comme aussi un leader important dans ce mouvement mondial. Vous savez, depuis trop longtemps, après la colonisation, c'est pays occidentaux qui ont eu toujours le dessus, mais je crois qu'il est temps que l'Asie reprenne aussi ses droits et ses responsabilités pour créer un avenir beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus stable et moins vulnérable. Parce que cette crise révèle à quel point notre civilisation créée sur cette science mentale a été fragile, d'une telle fragilité qu'un petit microbe invisible a déséquilibré complètement toute notre civilisation. Ça ne s'est jamais passé. Et j'espère qu'on va comprendre à travers cette crise qu'il est temps peut-être de revoir notre autosuffisance, notre arrogance mentale, scientifique. On ne connaît pas beaucoup de choses. On croit connaître beaucoup de choses, mais il y a toute une dimension qui nous échappe. Et je crois qu'il est temps qu'on soit beaucoup plus humble pour reconnaître notre vulnérabilité, notre fragilité, et qu'on a besoin de peut-être de faire un passage de cette dictature de la raison à peut-être à une autre dimension de l'être humain qui est peut-être capable de gérer les choses de façon beaucoup mieux. Et donc, je crois que ça va être un passage très important du mental vers une autre faculté qui est au-dessus du mental. Et je crois que ça, c'est un tournant. Et d'après toi, quelle est l'art ou les raisons que tu vois qui expliquent qu'il y a cette résilience joyeuse qui s'est mise en place en Inde? C'est quoi qui a fait que les Indiens arrivent? Je suppose, comme contrairement à l'Occident, on ne croit pas que la raison et la tête soient notre instrument le plus suprême qui nous est donné, comme on croit à une dimension spirituelle de notre être et de notre vie, on n'est pas dans cet état de perdition si le mental n'arrive pas à capter quelque chose. On a toujours cette capacité de s'intérioriser vers cette dimension spirituelle qui constitue notre vraie identité. Et dans cet espace spirituel, on retrouve cette sérénité, on retrouve cette confiance, on retrouve cette assurance que tout ce qu'on traverse, finalement, c'est pour nous mener en avant. Même si cela peut paraître apparemment être catastrophique, apocalyptique, mais à la longue, cette chute est en fait pour mieux sauter en avant. Et je trouve que l'évolution se passe vraiment en spirale. Donc, parfois, ça peut paraître qu'on est en train de descendre, mais en fait, je trouve que c'est cette idée de reculer pour mieux sauter en avant. Et donc, pour moi, c'est pas du tout un moment d'incertitude du tout. Pour moi, c'est un moment de grande certitude qu'on est arrivé à un point où il faut qu'on se rende compte que tous les instruments qu'on a eus jusqu'à présent n'ont pas été suffisants pour nous donner une structure, une société, une mode de vie qui soit non vulnérable, qui soit solide, qui soit ancré. Et donc, pour moi, c'est vraiment un moment de grande certitude
parce qu'on doit faire ce passage à la prochaine étape de notre évolution. Et si on n'a pas compris ça, cette crise aurait été vraiment gratuite. Oui, et puis en plus, on va se détruire si on ne comprend pas ça. Absolument. On va se détruire avec tout l'ancien système, quoi. Et je me rappelle d'une chose que tu nous avais partagée lors d'un cercle qu'on avait fait à Présence en février dernier. Je ne sais plus exactement c'était quoi la question d'une personne, mais ta réponse m'avait bien marqué. Comment se relier au monde, tu disais comme un enfant, transformer les points d'interrogation, les questions du mental en points d'exclamation, d'émerveillement de tout ce que l'on peut voir autour de nous. Absolument, parce que tu sais, dans cet émerveillement, finalement, qu'est-ce qu'il y a dans l'émerveillement? Il y a la gratitude, il y a la joie de l'enfant. Et sans gratitude, on ne peut pas avoir le bonheur. La joie et la gratitude vont toujours ensemble. Les gens qui râlent, les gens qui ne sont pas contents, ne seront jamais heureux. Même si on leur met au milieu du paradis, ils vont trouver toujours quelque chose pour râler. Oui, parce qu'ils n'auront pas les lunettes de perception de la beauté, de l'émerveillement, et du coup, la gratitude, elle ne pourra pas être reliée, elle ne peut pas Absolument. Être. Et toi, tu sais mieux que moi que, tu sais, le chakra de la gratitude, qui est là, est aussi le chakra de la tristesse. Donc, ça dépend de nous. Est-ce qu'on veut monter notre énergie vers la gratitude ou vers la tristesse? C'est un choix qu'on doit faire à chaque instant. Et si on fait le choix d'être heureux, d'être reconnaissant, eh bien, je crois qu'on est bien privilégié de le faire. Ouais, je trouve que c'est une belle manière de conclure cet échange, en fait, d'inviter les personnes à, dans cette transition qui est en train de se passer, déjà de se dire, est-ce que c'est vraiment l'incertitude ou est-ce qu'il n'y a pas au fond de moi, une partie de moi, une petite voix qui, elle, au contraire, est dans la certitude de la justesse de cet instant présent. Et la deuxième chose, c'est comment je peux cultiver la gratitude avec tout ce que j'ai déjà autour de moi, sans que ce soit des choses forcément énormes. Comme tu disais tout à l'heure, tu es parti à Présence pour aller voir les fleurs qui sont en train de pousser. Ben, c'est ce que tu fais à ces moments naturels, tout simples, où tu te reconnectes à la nature et tu dis, waouh, déjà c'est cadeau, ça. Absolument. Et la nature n'a jamais été aussi heureuse. Ah, mais c'est clair, là. Mais pourtant, nous, on a un jardin, donc c'est déjà calme d'habitude. Mais là, en plus, le fait qu'il y ait très peu de voitures et qu'on sent que toutes les êtres vivants se sont mis dans une phase de retour à eux-mêmes, on entend les oiseaux, mais tout est démultiplié, en fait. Donc ça fait partie de cette abondance de la nature qui ressurgit grâce à ce moment que nous sommes en train de traverser. Oui, et puis tu vois, il y a une chose très importante à niveau occulte, c'est que grâce à ce confinement, tous ces désirs du monde vital, tous ces besoins, toutes ces envies, toutes ces convoitises se sont calmés. Et ça a eu un effet aussi sur la terre, sur la nature. Oui. Cette sérénité qui s'est installée, je crois, a eu un effet extrêmement positif sur notre planète. Ah, mais c'est et sûr. J'espère qu'on va continuer de la bercer et de la caresser dans ce même esprit, dans cette même attitude. Et on va tous poser cette intention-là, en tout cas ceux pour qui ça parle, de nourrir cette intention de continuer à préserver cette planète qui nous soutient, qui nous supporte tous les jours. Et tu disais, ouais, en fait, ça nous invite à revenir à l'essentiel, à nos besoins essentiels. Et maintenant, ça va être de comment je continue, même après, quand il y aura le déconfinement, quand on va, entre guillemets, retourner à une norme, même si pour moi, on ne va pas revenir en arrière. C'est plus possible aujourd'hui. Quand on voit à quel point c'est fragile tout ça. Mais de conserver ces graines de sérénité pour la suite, je pense que c'est important. Oui, je crois que si on peut rester connecté à notre essentiel, à ce que nous sommes essentiellement, je crois que tout tombe en place. Tout devient harmonieux. Mais c'est important qu'on reste connecté à cette essence en nous. Et pas ce mental ou ce corps ou ce besoin du vital. C'est pas ça notre vraie identité.
Notre vraie identité reste ancrée dans cet espace intérieur. Et si on reste connecté à cet espace intérieur, tout le reste devient harmonieux. Merci Maurice Et pour on ces est dans paroles la de sagesse. fraternité. Pardon? Et on est dans la fraternité. Oui. Et l'humanité. Absolument. Merci pour ces paroles de sagesse. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Et rappelons-nous que le monde est une famille. Oui, On est tous liés. exactement. Donc la pensée d'une personne influence la pensée de toute la Terre. Et donc soyons positifs et soyons en amour avec notre vraie essence et l'essence de la nature et de cette planète. Ce sera un joli mot de la fin. L'amour de soi, l'amour des autres et l'amour de la planète. Ouais. Merci. Merci Nathalie. Namaskaram. Namaskaram.